Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et avec moi, il y a quelqu'un qui a joué fort en fin de semaine. C'est Sam et Vince, parce que j'ai Oui, joué avec toi, en fait. c'est vrai, on a passé comme toute une journée ensemble. En fait, on a été accueillis dans les locaux de ILO à Montréal pour une journée où nous autres, puis plusieurs autres influenceurs de la sphère ludique québécoise, on a pu jouer à plein de nouveautés. Puis aujourd'hui, on va un peu vous parler de ce à quoi on a joué. Fait que ce ne sera pas un duel comme tel, mais on va parler de plusieurs nouveautés qui sont sorties ou qui s'en viennent. Puis on va aussi ne pas vous parler de certains. Parce qu'on n'a pas le droit. Pas parce qu'on veut pas. Exact. Puis on a plein de nouveautés aussi qu'on a reçues des copies presse, là, donc ça va être un beau méli-mélo là, de plein de jeux joués récemment. Exact. Puis c'est notre 116e épisode. Puis si on fait un petit retour sur notre épisode de l'an passé, qui était en fait notre duel à 3 avec Marion, où on avait choisi nos meilleurs jeux pour 2024. Que je vais parler pour Marion tout de suite, vu qu'elle n'est pas là. Mais elle avait choisi Harmony, Wormspan, Château Combo et Dune Imperium Uprising. Mais Moi, j'avais Insurrection, choisi. vu que c'était la version française. Ah ouais, c'était Parce comme que, le. parce que Uprising il est sorti en 2023. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on a tordu un petit peu les règles, mais tu sais, c'est correct. On accepte dans ce temps-là. De mon côté, moi, j'avais choisi Windmill Valley, Ironwoods, Courtisan, puis Death May Die, Fear of the Unknown. Fait que saison 3 et 4. Que Puis toi, Sam? 3 sur 4 quand même pour toi, je dirais. Ben, 3 pour sur. mes goûts à moi. Là. Ah, ben oui. Ah Et- ouais? ouais. Courtisan, je pense que t'avais pas. Ouais, que j'ai trouvé ordinaire, là, mais. Ben, ordinaire. C'est correct, mais pas plus, là. Ouais, je l'ai gardé longtemps. Moi, je trouvais qu'il sortait quand même assez facilement, justement, parce qu'il était pas hyper compliqué. Je trouvais ça intéressant, l'espèce de souk à la corde avec différentes familles, la petite twist avec les assassins, puis les gardes. Puis tu sais, t'as tout le temps comme. Tu donnes une carte à toi, à un autre joueur, puis au milieu. Moi, je trouvais ça intéressant. Sinon, c'est ça. Death May Die, c'était juste comme more of the same. Fait que, tu sais, si t'aimes le jeu de base, tu vas aimer celui-là. Sinon, je pense pas qu'il va changer ton avis, mais tu sais, c'est pour du beer and pretzel, puis un jeu pas trop compliqué, puis qu'on veut juste tirer du shotgun dans tes tentacules, ça fait la job. Puis Windmill Valley et Ironwoods, ben, c'est deux très bons jeux que. Windmill Valley, je suis pas sûr j'ai rejoué. Mais j'ai joué une couple de fois, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis Ironwoods aussi, là, on a rejoué même dernièrement. Toujours aussi bon. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, l'aspect comme confrontation asymétrique avec des armées, mais tu sais, dans un package beaucoup plus facile à placer dans une soirée, là. Mhm. Moi, de mon côté aussi, j'avais. Je pense que j'ai eu 3 sur 4, mais je pense 3 gros coups de circuit. Là. J'avais Duel pour la Terre du Milieu, Ouais, que, ça, que j'ai tout le rejoué monde plein aimait de ça. fois. Puis l'extension est sortie, c'est vraiment bon aussi. Sinon, j'avais Mandalorian Adventure, que j'ai fait la boîte au complet. Quand l'extension est sortie, je l'ai rejoué aussi. Toujours aussi bon. Skyrise, que je joue encore régulièrement. C'est un jeu que je trouve qu'il est facile à traîner. J'ai pas besoin de relire les règles d'avance. Même si ça fait comme 6 mois que j'ai pas joué, je vais pouvoir l'expliquer sans avoir le nez dans le livret de règles pendant 20 minutes avant la partie. Là. Je prends l'aide de jeu, puis tout me revient, puis ça va bien. Puis mon autre, qui était peut-être moins un coup de circuit pour moi, mais qui a bien marché pour ben du monde, c'est Arcs. Qu'on avait joué une Ouais, fois ensemble, puis qu'on avait tous les deux apprécié, mais sans plus.
Oui, oui. Ben, c'était intéressant comme concept, là. Tu sais, il est présenté comme étant un jeu de levée avec un contrôle de territoire, mais tu sais, la levée, c'est plus pour choisir tes actions. Tu sais, Ouais, ça a un rôle, mais tu sais, c'est. c'est vraiment pas un jeu de levée, là. C'est un 4X, là, ish, là. Il n'y a pas vraiment Ouais. d'exploration, là, mais le reste est là. Puis il y a des trucs cool, là, mais c'est ça. Moi, ça avait pas levé tant que ça, mais il paraît qu'avec l'extension qui fait que c'est une campagne de 3 parties, puis que comme les résultats de la première partie ont des influences sur les autres d'après. Apparemment que c'est ça le vrai jeu, là. Je serais curieux de l'essayer, mais tu sais, je pense pas que qu'est-ce qu'il y avait besoin, c'était des règles de plus pour être meilleur, là. Ouais. Ben, aussi, c'est. Tu sais, il faut que tu enchaînes 3 parties. Fait que tu n'as pas l'expérience si tu pas fait tes 3 games, dans le fond. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas un si gros commitment, 3 parties, là. Puis tu sais, c'est un jeu qui est quand même long, mais je pense que si tout le monde sait jouer, ça peut se faire un soir de semaine, là. Genre une game un soir de semaine, Ouais, là, ouais, pas non, les pas les 3. trois, pas la campagne, là. Mais mettons, bien motivé, un samedi, tu pourrais te taper la campagne au complet. Ouais, je me rappelle plus à quel point ça avait été long, tu sais, parce qu'il y avait eu. On avait eu les explications, on avait joué à 4. Je me rappelle plus exactement, tu sais, comment ça avait pris. Tu sais. Je me rappelle que c'est ça, j'avais trouvé ça correct, mais ça m'a pas assez marqué pour dire ah ouais, on y rejoue demain, puis je vais être dedans, puis je vais me rappeler comment ça marche. Là, mais c'était bien, me semble. Mais quand même pas pire, les 2, 3 sur 4. Oui, oui, oui. Pas pire pantoute, puis je vais dire comme toi, c'est ça. Duel pour la Terre du milieu, Skyrise, c'est super cool. Mandalorian Adventure, je trouvais que ça faisait un dungeon crawl, mais tu sais, super accessible. Tu sais, où est-ce que c'était pas. Tu sais, souvent, t'as comme 12 000 mini, puis tu sais, c'est quand même un certain temps à mettre en place. Là, Mandalorian Adventure, tu ouvres le livre, tu places tes jetons dessus, puis t'es prêt. Là. Tu sais, ça. Je trouvais ça bien. Ça rendait ce style de jeu-là beaucoup plus accessible qu'il l'est habituellement. Ouais. Ben, plus facile à sortir. Oui, oui. Ben, ça rentre un Ouais, dans peu. l'accessibilité, ouais. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'il est plus simple en règle que les autres, là. Non, non, non. Tu sais, il est pas. Mais tu sais, Il- il est pas hyper compliqué. Là. Il y en a des pas mal plus. Tu sais, comme Gloomhaven qui est beaucoup plus Ouais, complexe. ouais, ouais, mais tu sais, mettons comme versus Death May Die, tu sais, il est peut-être un Ouais. petit peu plus simple, ou peut-être même pas, là. Ouais, je dirais dire, c'est ça. Ça va se ressembler un peu, mais tu C'est ça. sais, Dans le, tu l'installes, puis ça va vite. dans le 2B, là. Ouais. Fait que, oui, fait que ça fait le tour de notre duel de l'an passé. Puis on va arriver tout de suite au jeu qu'on a joué récemment, puis en même temps, notre plat principal aujourd'hui. Sam, il paraît que tu as joué à certains jeux, puis avec Maxime. Ouais, Maxime, mon fils, qui est rendu à 3 ans et demi maintenant, donc on commence à jouer des jeux avec lui. Ça fait un petit bout que j'attends ça. Je suis content qu'on arrive là. Puis récemment, on a reçu Dixit Kids, qui a été publié par Libellude et distribué par Asmodee Kids, qui nous a envoyé une copie pour qu'on puisse l'essayer. Ça a été designé par Élodie Clément, Théo Rivière et Jean-Louis Roubira. Puis ça se veut une adaptation coopérative de Dixit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Dixit, c'est un jeu où on avait des cartes avec des illustrations un peu psychédéliques, là, avec... c'est super beau, là, mais il y a tout le temps des affaires un peu fuckées, là. Puis comme plusieurs affaires qui se passent en même temps sur chaque carte, là. Tu Puis, sais, ça faisait penser un peu aux cartes de Mysterium dans le genre qui a plein d'éléments. Puis, ouais, c'est ça. Ben, en fait, Mysterium est venu après Dixit, là. Il a probablement été inspiré d'eux, là, mais ouais, dans la ouais, même ouais, veine, là. ouais, c'est ça. Souvent, quand je fais référence à un, je parle de l'autre parce que tu sais, c'est un peu le même genre d'image. Ouais, ouais, absolument. Puis dans le fond, dans Dixit, ce qu'on faisait, c'est qu'on jouait une carte, puis là, on donnait un indice, puis après ça, les autres joueurs essayaient de mettre une carte qui
qui faisait penser à cet indice-là, puis fallait comme inciter les joueurs à voter pour notre carte pour faire des points. Mais là, dans la version Kids, on transforme ça en jeu coopératif, puis le matériel est vraiment sacoche, là. La boîte sert de plateau, dans le fond, puis il est comme en 3D, puis tu mets des... il y a comme des... le plateau, tu le mets par-dessus la boîte, puis là, il y a comme un genre de carton qui va par-dessus avec des trous, avec les différents compartiments, puis dans le fond, par-dessus les trous, tu vas mettre des petites portes avec des illustrations de lapins. Puis les lapins ont comme tout plein d'émotions différentes, là, sont très expressifs, ces petits lapins-là. T'as comme 2 sets je me rappelle plus, genre une douzaine de tuiles, ou 16 tuiles peut-être même, puis t'en prends 4 de celles-là. T'en mets une de chaque set sur chacune des 4 portes, dans le fond. Fait que là, quand c'est mon tour d'être le maître postier, là, parce que le thème c'est que c'est des lapins facteurs, parce que pourquoi pas. Dans le fond, je vais choisir un des 2 lapins. C'est-tu des lapins nains? Potentiellement, c'est quoi un lapin nain versus un lapin? Ben, il me semble que c'est une sorte de lapin, mais c'était surtout pour amener ça vers, tu sais, est-ce que ça en fait des nains imposteurs? Oh boy. Ok. T'allais la chercher loin. Ouais, excuse-moi, Ben, j'ai vu kudos l'opportunité. pour la joke de papa avec un jeu pour enfants, c'est thématique. J'avais pas le choix. Je la trouve très drôle, cette blague-là. Les jeux de mots stupides, là, plus ils sont de bas niveau, plus j'y trouve hot. Sauf quand c'est moi qui ai dit. Ouais, ben là, je peux pas te donner de crédit. Et je peux pas. Ça fait partie de notre contrat. Ouais. Donc, sur chaque trou, dans le fond, on va avoir 2 lapins avec des émotions différentes. Puis là, quand c'est mon tour de jouer, je vais choisir un de ces 2 lapins-là. Puis je vais jouer une de mes 3 cartes de ma main, qui a des illustrations assez funky aussi, mais sont un peu moins éparpillées que dans Dixit. Là. Ils sont allés dans le plus simple, fait que sur chaque carte, il y a une affaire qui se passe, là, mais il y a quand même beaucoup de détails, puis c'est super bien illustré. Là. Après avoir joué notre partie, j'ai même passé du temps à regarder les cartes avec mon gars, puis il faisait juste comme me décrire qu'est-ce qu'il voyait, puis on a passé un beau moment juste à admirer les dessins sur les cartes. Là. Fait que je choisis un des 2 lapins, puis je joue une carte que je trouve représente l'émotion de ce lapin-là, dans le fond. Puis après ça, les autres joueurs, eux autres, leur job, c'est de choisir une carte qui va plutôt attirer vers l'autre lapin qui est en cours. Puis après ça, tout le monde va voter en même temps sur la carte qui pense qui était la mienne. Puis si tout le monde vote pour la bonne carte, ben, on ouvre les portes, puis on fait le point, puis on prend les lapins qui sont dans ce compartiment-là, puis là, on les met au centre de la table, puis si on réussit à placer tous les lapins autour de la table avant la fin de la semaine. Là, comme à chaque tour, dans le fond, c'est un jour de la semaine qui avance. Là, puis ça, c'est dénoté sur la boîte de jeu. Dans le fond, il y a comme un espèce de petit pion de soleil là, que tu peux comme une petite coche dedans. Là, fait que tu peux l'accoter sur le rebord de la boîte. Là. Fait que tu sais, c'est. Pour la présence à la table, c'est super beau. Là. Le plateau, il est coloré. Il y a des petits lapins de couleur. C'est ça, le pion de soleil qui se promène autour. Les illustrations sur les cartes, c'est superbe. Là. C'est vraiment un beau visuel, du beau matériel. Puis je trouve que c'est bien à jouer avec les enfants parce que comme ça leur fait travailler sur leur imagination, mais on peut aussi apprendre les émotions, les couleurs, tout ça. Puis j'étais surpris à quel point que mon gars était bon pour comme les cartes qu'il mettait, ça faisait vraiment penser là, à l'autre lapin à côté. Là. Il y a jamais, on s'est jamais trompé, personne. Là. Lui compris. Là. Pas pire, pas pire. C'est cool. Comme tu dis aussi, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté de faire comprendre aux jeunes c'est quoi les émotions, puis comment ils sont exprimés, puis tout. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choix de petits lapins émotifs, là. Ouais, c'est Un ça. lapin malade, un lapin fatigué, un lapin qui est emmitouflé. Il y a Un lapin qui se fait plein de lapins. chicaner, il y en a beaucoup. Puis ben, ça fait que t'auras pas les mêmes à chaque game non plus. Puis t'auras pas les mêmes combinaisons non plus. Fait que ça.
Ça rajoute un petit peu de variété, là. Puis le paquet de cartes il est quand même assez gros aussi, là, fait que ça va prendre plusieurs parties là, avant de commencer à revoir les mêmes cartes, là. Puis encore plus de, tu sais, pour retomber avec la même carte puis la même émotion, mettons que il va falloir t'en jouer beaucoup des parties, là. Ouais, ça va tout le temps être différent, puis c'est associer des il y a des cartes que tu vas pouvoir associer avec une ou l'autre selon c'est quoi le combo d'émotions que tu as, là. Mhm. Puis tu sais, si t'as un Mysterium ou t'as une vieille version de Dixit, rien n'empêche que tu prennes ces cartes-là aussi après, si tu joues souvent puis que ton kid il devient trop bon, là. Ouais, j'ai envie de dire que les images ont l'air de toujours avoir des personnages, puis il me semble que dans Mysterium ou dans les Dixit, il y a pas tout le temps des personnages. Non, mais tu sais, je pense que ça pourrait marcher quand même. Parce que dans le fond, c'est juste de mettre la carte qui fait penser à une des émotions plutôt que l'autre, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a Ce que j'allais dire, toujours. c'est que je pense que le fait qu'il y ait un personnage, tu sais, ça fait que l'enfant peut comme s'identifier à ce personnage-là, puis comme mieux déceler une émotion que s'il y a juste des rubans ou une espèce d'ombre ou peut-être une tache de sang, là. Ben, peut-être que plus vieux, tu sais, peut-être ça pourrait passer, puis ils comprendraient plus. Mais Ouais, là, le ouais. fait qu'il y a des personnages, c'est comme plus facile pour eux autres. Mais tu sais, en théorie, le jeu, il l'annonce comme pour 6 ans et plus aussi, là. OK, ouais, fait que tu sais, c'était 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 jeune pour Maxime, mais tu sais, il était quand même capable de spotter de faire des liens, là. Ouais. Donc ça, c'était pour Dixit Kids. Puis un autre jeu que j'ai joué en famille puis qui nous a été envoyé, c'est le jeu Scurry Up, qui a été designé par David Gordon et Tam et publié par Up Games. C'est eux qui l'an passé nous avaient sorti le jeu Floristry. Je sais pas si tu te rappelles, là, l'espèce de jeu avec l'enchère, mais avec le prix qui descend avec le temps, là. Ouais, ouais, oui, ouais, c'est vrai qu'il joue avec l'application puis le timer, là, puis il est un peu comme du jeu faut un peu chicken parce qu'il faut que tu t'attendes assez ou pas trop pour pas te le faire voler tes affaires. Ouais, Oui. dirais ça. Fait qu'il Up, Scurry Up, et ça se voulait être ça se veut être un jeu familial, là. Le thème, c'est qu'on a des écureuils là, qui grimpent sur un arbre et qui essayent d'accumuler des ressources. Puis, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir comme 4 différentes ressources qu'on peut ramasser. Puis, comment qu'on les ramasse, c'est qu'à chaque tour, on va comme révéler une carte avec. Dépendant du nombre de joueurs, ça va être une ou deux cartes, puis il va y avoir comme un emplacement par joueur. Puis là, il y a certains emplacements qui disent, ben, si tu vas là, mettons, on gagne 3 baies. Il y en a un autre que, ah, ben là, il peut y avoir jusqu'à 2 joueurs qui vont là, puis là, ils vont se partager 2 bébites, puis 3 glands. Ou en fait, c'est qu'il va y avoir comme 4 récompenses disparates, puis après ça, si, mettons, on est deux à y aller en même temps, mais on choisit à tour de rôle lesquels qu'on veut. Puis il y a d'autres spots qui vont nécessiter que 2 joueurs y aillent en même temps pour avoir les deux la récompense qui est indiquée. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un dé, dans le fond. Puis secrètement, on va setter notre dé sur le chiffre de l'emplacement qu'on veut aller. Tous les joueurs font ça en même temps, puis là, on fait 1, 2, 3, go, puis on révèle. Puis là, s'il y a trop de joueurs pour le nombre d'emplacements qu'il y a à l'endroit qu'on a visé, ben, comme nos écureuils, ils se rentrent dedans, puis là, personne n'a rien. Mais t'as quand même quelque chose parce qu'au final, tu progresses sur une piste, puis c'est comme la piste de consolation, si tu veux. Puis à la fin de la partie, celui ou celle qui est le plus haut sur cette piste-là, ben, il va avoir un bonus de points. Puis c'est juste ça le jeu, on va faire ça, je pense, à 3 c'était comme 7 fois. Quand on est plus de joueurs, c'est peut-être un peu moins, là, mais bref, on fait ça un certain nombre de fois. Puis là, on peut se parler avant de révéler, se dire, ah ben, veux-tu coopérer avec moi, moi je vais aller là, puis tout ça, mais tu sais, comme, on l'avait bien dit à Maxime, là, quand on joue à ce jeu-là, c'est correct de jouer des tours puis de compter des menteries, là, mais juste quand on joue à ce jeu-là. Il a trouvé ça bien drôle là, de pouvoir pas tout Pouvoir le dire temps des faire menteries, qu'est-ce tu qu'il sais, dit. c'est ça, puis dire: «Ah, j'ai fait un mauvais coup». C'est ça. Puis ça a super bien marché dans ce contexte-là. Puis je me disais que ça marcherait bien avec des gamers aussi parce que tu sais, au final, c'est un petit filler qui va prendre peut-être 20 minutes à jouer. Encore une fois, du super beau matériel, là. Il y a des meeples d'écureuils sérigraphés puis tout ça.
Comme je disais, là, il y a comme 4 affaires que tu peux ramasser. Ils scorent pas toutes de la même façon. Là. Il y en a un que c'est une piste que tu montes. Si t'es le plus haut, tu fais tant de points. Il y en a que c'est des points flats que tu vas chercher. Il y en a d'autres que c'est faut que tu en aies un certain nombre pour faire des points. Il y a les coccinelles qui valent 1 ou 3 points. Dans le fond, à la fin de la game, tu fais comme un pile ou face, puis dépendamment de quel côté qui tombe, c'est ça qui détermine le nombre de points que ça vaut. Là. Fait que super simple, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que je me verrais avec 4 gamers, puis comme faire de la négociation, puis des mind games, puis des bluffs, puis tu sais, ça. Mais ça prendra pas toute la soirée. Là. Ouais, ça pourrait évoquer aussi des phrases un peu sketch, comme du genre ouais, touche pas à mes noisettes. On va passer au suivant. Excuse-moi, C'était. j'avais pas le choix. Ouais, c'est correct. C'était Scurry Up de Up Games. Fait qu'il Bon, il est pas ben, sorti encore, mais il devrait sortir, je pense que c'est en mars. Là. bon, ben on va déroger un peu de la thématique pour enfants. J'allais dire un peu dans le sens où là, on va vous parler de jeux auxquels on a joué chez Elo, puis on a eu la chance d'essayer Soros. Je dis jeux pour enfants juste parce qu'il y a des dinosaures là-dessus, puis moi j'aime ça, les dinosaures. En fait, ça a l'air drôle, là, mais dans mon laboratoire, on a vraiment une grosse thématique dinosaures. Notre calendrier, c'était un calendrier de dinosaures. On a des figurines sur nos ordi. En tout cas, Fait que c'est quoi fait que, tu sais, ton dinosaure préféré? moi c'est le Parasaurolophus. Ah, fait que c'est avec la grosse corne là, qui est vide, qui permet de crier fort. Exactement. Je sais pas pourquoi, c'est lui. Je le trouve cool, puis j'ai été surpris parce qu'au labo, on avait comme une autre personne que c'était exactement le même dinosaure, puis j'étais comme: «Voyons, tu sais, qui aime le Parasaurolophus?» Tu sais, c'est pas comme le Vélociraptor ou le T-Rex, là. Non, non, c'est comme l'herbivore, qui est comme standard. En tout cas, tout ça pour dire, on va parler de jeux maintenant, c'est un peu plus, pertinent. Fait que, on a essayé Soros, qui est planifié pour sortir cette année, qui a été designé par, Cole Smith, dessiné par Animesh Debnath et Nilian Malakar. J'ai sûrement, massacré, leur nom pour faire changement et c'est publié par, Tangerine Games. Et distribué Puis, par ben, Hilo ici au Québec. c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, Fait que ça on est censé avoir une copie presse, on devrait le mentionner aussi. ouais. On l'a essayé avant, on va recevoir la copie pareil. Fait que, tu sais, ouais, c'est correct. Juste pour le. Dans pour le dire, là. Tu sais, c'est le full Être disclosure, comme ils disent. c'est ça, être transparent. Fait que Soros, ça va être un jeu de pli, un jeu de levée, qui va jouer avec, des espèces de gros dominos, sur lesquels, ben, il y a des dinosaures, des chiffres, des couleurs, puis, aussi un petit élément qui permet de déterminer le scoring en fin de partie. Tout le monde va aussi avoir, un plateau avec lequel, qui va avoir un pattern de dessiné dessus. Puis sur ce pattern-là, on va pouvoir placer les dominos qu'on va avoir gagnés pour pouvoir faire des points. Vite, vite, comme un jeu de levée standard, quand le joueur qui mène la levée va révéler, sa carte, mais là, c'est son domino. Ça va indiquer quelle couleur il va falloir suivre. Puis, la valeur, la plus forte, dans le fond, remporte la main. Petite twist qu'il y a par rapport au jeu de levée habituel, c'est que ce qui va déterminer quel va être l'atout, c'est qu'il y a un domino. C'est pas tous les dominos qui sont distribués à tout le monde. Il va toujours en rester au centre. Puis on va en révéler un qui a pas été, dans les mains, des gens. Puis lui, il va déterminer ça va être quoi l'atout. Mais juste pour cette levée-là. Ça va changer à toutes les levées. On va en révéler un nouveau. Exact. Puis il peut même y avoir des situations où il y a pas d'atout. Parce qu'il y a un dinosaure, en fait, qui a pas de couleur. C'est le T-Rex. Il est blanc, puis il y en a juste 2, puis il y a pas de couleur qui lui est attitrée. Fait que, tu sais, quand c'est lui, c'est qu'il y a comme pas d'atout. Mais quand tu l'as dans les mains, c'est comme un super atout qui bat tout. Parce que c'est comme le Exact. super prédateur. C'est full thématique. Ouais. Il y a une autre petite twist aussi. Tu sais, t'as des dominos qui ont la valeur 0.
qui valent 0 en temps normal, mais qui battent le 9 s'il est joué par quelqu'un ce tour-ci. Fait que, tu sais, ça brasse un peu les cartes, les dominos. Il n'y a pas de carte, ouais. C'est ça. Puis dans le fond, celui qui va remporter la main va avoir un choix. Il va pouvoir. Déjà, il va remporter sa tuile qu'il va pouvoir placer sur son plateau, mais il va pouvoir aussi prendre soit la tuile qui est au centre ou la tuile de n'importe quel des autres joueurs. Puis il va pouvoir l'ajouter. Fait que le gagnant a l'avantage de placer 2 dominos, alors que les perdants, ben, ils reprennent leur domino. Puis si quelqu'un s'est fait voler le sien, ben, il prend celui du centre. Puis Ouais, tu dis que c'est un après ça. avantage, mais pas tout le temps, parce que sur ton plateau, les places sont limitées. Exact, oui. Puis si tu te mets à avoir des dominos de surplus, ben en fait, ils vont scorer des points négatifs en fin de partie. Fait qu'il faut pas que tu gagnes tout le temps. Puis dans le fond, le placement de ces dominos-là sur ton plateau, c'est ça qui va déterminer les points en fin de partie. Fait qu'il y a des points qui vont être donnés par couleur, dinosaures de même couleur qui sont adjacents les uns aux autres. Tu vas en avoir qui vont être donnés pour celui qui a le plus d'œufs. Tu as aussi des pattes qu'il faut que tu mettes adjacents, mais il faut que tu mettes comme une paire de pattes adjacents. S'il y a une patte de plus, ça pète ton combo. Tu as des dents qu'il faut que tu essaies de faire en sorte qu'ils ne se touchent pas. Puis tu as les os qui doivent être à côté du plus d'œufs possible. Ouais. Fait que tu essaies de comme faire de placer tes dominos pour maximiser tes points, en sachant que tu peux juste tout le temps placer des dominos à côté de dominos que tu as déjà placés à part le premier. Tu peux en mettre en attente si tu n'es pas sûr de savoir quand est-ce que tu veux les placer. Mais à chaque tour, tu peux placer jusqu'à 2 dominos seulement. Fait que tu sais, si tu gagnes la main, tu as 2 dominos que tu peux placer, mais que tu en avais gardé un en réserve, ben, tu vas être obligé de rester avec un en réserve encore. Fait qu'il va falloir que tu perdes une main pour pouvoir placer celui en réserve avec celui qui va te rester. Puis c'est ça. Puis dans le fond, on joue 7 levées comme ça. On calcule les points. Puis après ça, on refait un round complet de 7 levées en changeant notre plateau de placement de tuiles parce que chaque plateau a comme sa forme différente. Fait que l'idée, c'est de pouvoir faire le plus de points en ayant eu au moins une fois chacun des plateaux de jeu. Puis là, après ça, on détermine qui a gagné. J'ai bien aimé ça, mais tu sais, moi, on me l'avait comme pitché comme un jeu de levée avec autre chose. Puis j'ai l'impression que c'est comme un jeu de placement de tuiles avec des levées. Puis, J'ai puis envie de dire d'être d'accord avec toi. fait que tu sais, c'est une nuance qui a l'air de rien, mais tu sais, on a parlé de Arcs tantôt, qu'il y avait des levées, mais que c'était pas ça. C'était pas un jeu de levée, c'était juste comme une façon de restreindre tes actions. Mais dans celui-là, les levées, c'est comme plus une façon de restreindre quelle tuile tu vas avoir. Mais vu que la toux change à tous les plis, puis que l'affaire du zéro qui bat le 9, ça tu l'as dans d'autres jeux de levée aussi, là, mais comme tout ça mis ensemble, ça fait que des fois ça devient difficile de savoir je vais-tu gagner ou pas ma levée en jouant ça. En fait, c'est facile de savoir que tu gagneras pas, mais pas tout le temps facile de savoir si tu vas gagner. Mais au final, c'est pas si grave parce que l'important, c'est plus genre avec quelle tuile je vais me ramasser, puis dans quel ordre, puis comment que je vais être capable d'aller les placer. Parce qu'un coup que t'en as placé une, les autres d'après, faut qu'ils soient adjacentes à une autre. Fait que tu sais, tu peux pas comme remplir ton tableau de partout, puis juste tu sais, mettre la tuile que tu viens de remporter à l'endroit optimal. Faut que tu la mettes comme à côté d'un autre qui est déjà là. Fait que faut que t'as peut-être un plan sur genre quelle tuile tu vas avoir, parce que tu vois ta main de tuile, là. Fait que tu te doutes qu'il y a une bonne partie de ces tuiles-là qui vont se ramasser sur ton tableau. Mais tu sais, est-ce que tu vas être capable de les placer optimalement dans le bon ordre? Ça, c'est moins sûr, par exemple. C'est ça, puis c'est touché parce que, tu sais, des fois, il y a des tuiles que, tu aimerais garder parce que, c'est une tuile à 2 œufs ou à 2 os, puis tu comme: «Ah, j'aimerais ça la garder», mais tu sais, si tu gagnes pas la main, tu vas potentiellement les perdre. Je trouve ça intéressant parce que des fois, il faut que tu te dises: «OK, là, je pense que ça va être telle personne qui va gagner». Ben, si tu à la fin du tour, tu peux regarder qu'est-ce qui a été joué puis dire: «OK, est-ce que je peux jouer une tuile qui sera pas intéressante pour les autres, mais qui va m'aider moi?»
Ça, je trouvais ça cool comme décision à prendre. Quand tu l'as, parce que des fois, t'es obligé de suivre, fait que t'as comme pas vraiment le choix, mais c'est vrai que la plupart du temps, t'as comme cette petite liberté-là. Là. Ouais. Puis j'ai envie d'être de ton avis aussi, c'est ça, pour le dire que la levée, finalement, c'est un peu accessoire au vrai jeu, là. Ça me fait penser un peu comme dans Toshi Toshi. Ouais, c'est comme une mécanique plus que le genre. C'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça bien. J'ai pas été bon parce que c'est un jeu de levée, mais j'ai eu du fun. Pareil, à me casser la tête, à essayer de voir OK, comment je vais placer mes trucs. Puis est-ce que je vais être capable de récupérer ma tuile? Souvent, je me suis fait prendre mes bonnes tuiles. Fait que, mais c'est ça. J'ai eu du plaisir. Ouais, puis c'est du super beau matériel, là. C'est des tuiles épaisses avec des belles illustrations dessus. Les plateaux, c'est des super belles illustrations aussi. Que vous surveillerez ça, ça s'en vient un peu plus tard cette année. Soros. À un moment donné dans la journée, on s'est ramassé dans une situation où on était comme 5. Puis on nous a présenté en fait un jeu qui était très adapté à jouer à 5 joueurs. C'est le jeu Fight Five qui est sorti en 2025. Puis c'est ça, il joue de 2 à 5 joueurs. Il a été designé par Aaron Hine, Manny Tremblay, puis publié par Neon Knight Games. C'est un jeu de bataille, un peu, mais revampé, là, tu sais, un peu comme Challenger a fait. Là, tu sais, on a pris la bataille puis on l'a modifié un peu. Mais là, c'est comme si tu faisais 5 batailles en parallèle. Fait que chaque joueur va Ben, faire. c'est de la bataille, mais tu choisis la carte que tu mets. Là. Oui, oui, Tu top deck pas, là. non, non, non. Mais ça reste que c'est un peu la bataille dans le sens où il y a des paquets de cartes qui sont révélés. Il y en a entre toi et tes voisins de gauche et droite. Puis il y a un paquet central où tout le monde va se battre. Puis tu as une main, en tout cas à 5 joueurs, on avait une main de 5 cartes. Puis là, ben, tu plaçais tes 5 cartes sur les 5 paquets sur lesquels tu voulais te battre. Sur les 5 paquets adjacents où tu pouvais te battre. Puis pour pouvoir remporter les cartes, il fallait que tu joues une carte qui était égale ou supérieure à la carte du paquet central qui était révélée. Fait que, tu sais, admettons, si entre moi et Sam, il y avait un 8, ben, tu sais, il fallait mettre 8 et plus pour avoir une chance de gagner les cartes. Fait que, tu sais, en fonction de ce que tu avais dans tes mains, ben, tu sais, tu pouvais savoir que, tu sais, ben, je pourrais pas aller chercher tel paquet parce que j'ai pas en haut de cette carte-là, admettons. Mais tu peux aller mettre tes énergies ailleurs. Puis ensuite, c'est que si, admettons, il n'y a personne qui gagne un paquet donné, admettons, ni moi ni Sam, on a été capable de jouer au-dessus d'un 8, Ou on a joué la et même valeur. ou on a joué la même valeur, ben les cartes, ils restent là. Puis comme à la bataille, ben, on va rejouer une carte par-dessus ça. Puis celui qui va réussir à gagner ça, ben, en fait, il va gagner toutes les cartes qui vont avoir été révélées. Ça, c'est important parce que dans le fond, tu fais des points avec les cartes que tu ramasses, avec les batailles que tu as gagnées. Autant la carte qui était comme révélée, puis on sait c'est quoi la valeur pour laquelle on se bat, mais aussi les cartes qui ont été jouées par les deux joueurs dans cette bataille-là. Puis dans le fond, les cartes, je pense que c'est à partir de. Ça va de quoi? De genre 1 à 1 à 12, 13, puis tu as une étoile. qui est comme plus forte. Mais à partir de 10 et plus, dans le fond, ces cartes-là valent 5 points chacune. Puis sinon, t'as comme un bonus si t'es le joueur ou la joueuse qui a remporté le plus de cartes dans cette manche-là. Puis les étoiles valent encore plus de points, je pense. Quelque chose comme ça, Ouais, là. ils valent 10 points chaque. Fait que c'est ça. Fait que tu joues des rounds comme ça jusqu'à temps que soit quelqu'un atteigne 200 points ou il y a des paquets qui commencent à se vider. Fait que c'est ça, on a tout le même deck avec comme, je pense que c'est une ou deux fois chaque valeur. Fait que tu sais, tu peux, il y a un petit élément de mémoire de se rappeler comme, ah ouais, mon voisin de droite, il a déjà joué ses grosses cartes. Fait que tu sais, comme, peut-être pas obligé de pousser autant pour gagner de ce côté-là. Souvent, la zone dans le milieu, c'est rare qu'il n'y ait pas d'égalité, là. Fait que c'est comme de savoir quand Et, est-ce que tu vas te risquer à essayer de la gagner, là.
Essayer de voir, ah, ben, Ouais, d'après moi, toutes les grosses cartes sont passées, je vais être safe avec mon 12. Puis finalement, il y a quelqu'un qui restait son étoile, puis tu te fais avoir, là. ouais, ça peut brasser pas mal en fonction, tu sais, des cartes que les gens pigent, là. Puis le centre, c'est ça, souvent c'est payant parce que vu que tu te bats contre 4 autres, ben, dans le fond, dès que tu gagnes ça, ben, tu gagnes plein de cartes d'un coup. Fait que c'est vraiment fort, là. Puis, ce que Sam raconte, en fait, c'est ce qui s'est passé pendant la partie. Puis ça faisait comme 3 rounds qu'on essayait de placer des cartes puis que personne gagnait. Puis là, ben, moi, j'étais arrivé au bon moment avec une étoile, puis j'ai ramassé comme toutes les cartes du jeu ou presque. Puis là, ben, je On était venais de tous gagner à là. genre entre 25 et 40 points, puis lui il était déjà à 160, là. C'est une game de 200, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça peut brasser vite, ça peut changer le vent peut tourner rapidement, puis tu sais, c'est quand même pas mal au dépend de qu'est-ce que tu piges. Puis, ben, c'est ça, mais ça se joue, extrêmement rapidement, tu peux jouer à ça avec n'importe qui, tu sais, c'est pas le jeu où tu vas te creuser le plus le cerveau, là, mais Non, c'est tu pas mal un A, là. ouais, ouais, mais tu sais, ça se prenait bien en main. Je pense que, tu sais, si tu un gros party puis tout ça, tu sais, tu peux le sortir vite, vite, là, mais C'est mieux que c'est passer à l'as, là. ouais, ou 52 ramasses, là. Ouais, ben là, la faint praise qu'ils appellent dans le milieu, là. Ouais. Ou un beau complimarde. Oh, hey, j'aime ça, complimarde. Ça a l'air d'un compliment, mais c'est ça. Ben, c'est pas une insulte, je dirais. Ben, non, c'en est une. C'est une insulte OK. hypocrite. Ouais, 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 tu sais, comme de dire à quelqu'un: «Ben, tu sais, ce que tu viens de dire là, c'est pas faux». C'est Ou comme pas, il y a des nouveaux cheveux, puis tu fais comme, ah ouais, c'est osé. ouais. Fait que c'était Fight Five. Ça a bien passé le temps. Il y a eu quelques sacres autour de la table quand il y avait des égalités. J'ai envie de dire que le monde autour de la table a plus rendu ça intéressant. Que le jeu lui-même, ouais, je suis d'accord. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, ça l'a donné en fait que Marion était là. Fait qu'on on s'est greffé un peu à son groupe pour essayer un jeu de déduction coopératif, qui s'appelle, Almost Innocent, qui était sorti en 2023, designé par, Philippe Attali et publié par, Colossal Games. Fait que Puis c'est Vanessa de C'est Jeudi qui était assez gentille pour nous l'expliquer. ouais, oui, oui, merci à Vanessa. Puis, c'est ça, fait que c'est un jeu de déduction coopératif. Je pense qu'elle avait bien dit ça en disant qu'il y avait comme un peu des vibes de Clou dans le sens où tout le monde a comme mais tout le monde a comme un crime différent à déduire. Fait que chaque joueur va avoir, dans ses mains une victime, un objet, un crime, puis un lieu. Ça, c'est au début parce que le jeu est fait en scénario qui deviennent de plus en plus complexes avec, à mesure qu'on avance. Tu nous autres, on a comme joué les 2 premiers scénarios, dans la journée, mais tu sais, plus ça va, plus c'est complexe, puis à un moment donné, ils rajoutent même une autre catégorie. Puis l'idée, c'est qu'on a un plateau central qui est un espèce de qui est un quadrillé dans lequel il y a tous les éléments possibles que tu peux, avoir dans les crimes. Fait que tous les objets sont là. Mais c'est pas tous ces objets-là, dans le fond, qui sont en jeu. Dans le sens où, admettons, il y a comme 5 armes différentes. 6 armes différentes, mais tu sais, là, nous autres, on jouait à 5, fait il allait en avoir 5 qui allaient sortir. Puis l'idée, c'est que quand c'est ton tour, tu peux poser une question sur une rangée ou une colonne du quadrillé. Cette question-là va être: «Combien est-ce qu'il y a d'éléments qui me concernent dans cette ligne ou cette colonne-là?» ou plus précis: «Est-ce que ma preuve ou est-ce que mon crime ou whatever est dans cette ligne-là?» Puis la question que tu poses par rapport à cette ligne-là
Dans le fond, tous les joueurs vont la poser. Exactement la même question. Puis dans le fond, c'est que toi, la combinaison que tu as dans tes mains, ben, c'est la combinaison que tu dois faire deviner à ton voisin de gauche. Fait que là, Fait que moi, j'étais le quand pas tu poses. chanceux qu'il fallait qu'il fasse deviner à Vincent. Fait que c'était pas facile. Oh là là, hey, je les ai tout le temps tout eu, puis Ben, je je devais les être un trouvais bon vite. donneur d'indices d'abord. Ah, il est désagréable. Ah. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on pose des questions chacun notre tour. Puis tu sais, des fois, tu poses la question pas tant pour t'aider toi, mais pour aider ton coéquipier à trouver les éléments qui lui manquent. Puis dès qu'il y a une question qui est posée sur une ligne ou une colonne, en fait, cette ligne ou cette colonne-là ne peut plus être réinterrogée. Fait que ça ajoute un peu de complication, là, parce que tu peux comme bloquer les autres en posant la question sur une ligne ou une colonne que finalement ça l'aurait arrangé quelqu'un que ce soit une autre question qui soit posée. Mais c'est ça. Fait qu'on on tourne en rond, on pose des questions, puis à la fin, il faut chacun notre tour, ben on doit deviner chacun des éléments. Fait que, tu sais, là, on fait un premier tour, tout le monde devine sa victime. Après ça, tout le monde devine son crime, puis ainsi de suite. Puis selon le niveau de difficulté, selon le scénario où tu es rendu, ben tu peux te tromper X nombre de fois avant d'avoir totalement perdu. Ouais, j'ai trouvé que c'était intéressant comme setup, mais j'aurais aimé ça d'en avoir un peu plus, mais en même temps, il y a plein d'autres scénarios, fait que peut-être que j'aurais eu ça si on avait pu continuer à jouer ou si on avait commencé un scénario un peu plus dur, là. Je sais qu'à un moment donné, il peut se rajouter comme des petits pouvoirs spéciaux pour les personnages, parce que tout le monde a comme un personnage en début de game, là. Nous, ça change rien, là, mais dans certains scénarios, ça te rajoute un pouvoir, là. J'avais lu que le mien, c'est comme tu déplaces une reine sur le quadrillé, puis là, elle a comme quatre trucs qu'à pointe. Fait qu'après que tu l'aies déplacé, genre, tu te fais dire combien de ces pointes-là sont des cartes qui te concernent toi, ou tu sais, fait que des petits pouvoirs symétriques qui vont te rajouter des moyens de déduire, puis j'imagine que ça vient avec le fait que le scénario est plus dur, là, peut-être que tu as moins de questions que tu peux poser, ou que tu es plus restreint dans les questions que tu peux poser, parce qu'au premier scénario, on pouvait poser des questions comme on voulait, mais déjà au deuxième, là, nous on l'a pas fait pendant la game, mais on aurait dû. Il te donne un certain nombre de questions sur combien d'éléments, puis un certain nombre de questions sur est-ce que ma catégorie X est là. Fait que t'es comme obligé de. Tu sais, le dernier qui va jouer, il aura pas le choix de quelle question qu'il veut jouer, là, qu'il veut poser. Là. Il prend ce qui reste. Là. C'est ça. Tu sais, il va rester peut-être un choix à faire qui est la colonne ou la ligne parce que tu peux pas interroger toutes les colonnes puis toutes les lignes dans une partie. Mais quand même, c'est ça, tu as cette petite restriction-là. Puis des fois, tu dois dire, OK, on est-tu mieux d'attendre avant d'épuiser ce type de questions-là? Tu sais, d'un coup, que quelqu'un soit dans la marde. Mais tu sais, la communication est aussi limitée. Tu sais, selon le niveau de difficulté, tu sais, quand tu joues à facile, tu sais, tu peux être assez. T'as le droit de dire C'est quelle assez lousse. catégorie tu sais puis tu sais pas. Mais nous, à la difficulté qu'on jouait, on avait juste le droit de dire comme ben moi maintenant je connais mes cartes. Je serais prêt à deviner ou pas. J'imagine qu'à plus dur, ben tu peux même pas dire ça. Ouais, tu peux juste faire des. Faire Tu peux confiance à juste. ton équipe. C'est ça. Ça, c'est pas facile quand t'es avec Sam. Oh, qui est désagréable maintenant. Ah, il faut se reprendre des fois. Se venger. Des petits coups bas. Là. C- Ceux-là dans le tibia, là, tu sais, ça fait mal. Là, tu sais, ça résonne dans toute la jambe. Là, c'est pas le fun. Ouais. Fait que ouais, moi tout, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai envie de dire comme toi, j'aurais été curieux de voir les difficultés un peu plus. Ben, les scénarios un peu plus avancés, voir de quoi ça avait l'air. J'aurais aimé ça que ça. Euh, J'espère que ça rajoute de l'interaction entre les joueurs. Parce que là, en ce moment, tu sais, oui, c'est un jeu de déduction coop, mais j'ai l'impression qu'on fait chacun notre petite déduction à nous, puis on n'interagit pas vraiment avec les autres. Là. Tu sais, si je compare avec Paint the Roses, qu'on a déjà parlé, où ce qu'au moins, là, tout le monde une carte qu'il faut que les autres devinent, mais tu sais, tu peux parler avec les autres, essayer de faire des déductions, puis faire du back and forth. Tu peux juste pas comme commenter quand les gens essaient de deviner la tienne, mais tu sais, si je joue avec Vincent puis Marion, par exemple, ben, quand que je parle de la carte de Marion, je peux comme parler à voix haute avec Vincent, puis tu sais, Marion, elle entend qu'est-ce qu'on dit, fait qu'elle sait comme à quel point qu'on est cabochon, puis que où qu'on a trouvé c'est quoi, puis elle peut ajuster comme comment qu'elle joue en conséquence.
J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit élément comme ça dans Almost Innocent, mais en tout cas, dans les scénarios plus faciles, il n'y avait pas ça, là. Ouais, c'est vrai. J'imagine que les pouvoirs, tu sais, ils peuvent peut-être te permettre de communiquer des trucs un peu plus subtilement, tu sais, communiquer sans parler, mais Potentiellement, mais c'est ça, on l'a pas essayé, fait qu'on peut pas commenter là-dessus, là. Fait que si, c'est quand même un jeu de 2023, là, peut-être qu'il y a des auditeurs qui le possèdent puis qui l'ont joué plus que nous puis qui pourront nous dire si c'est le cas ou pas, là. donc c'était Almost Innocent. Puis j'allais dire la dernière primeur dont on va discuter aujourd'hui, moi ça a été celui qui m'a j'ai trouvé le plus cool en fait dans la journée, là. Ça a été en fait l'extension Scali du jeu Nord, dont on a déjà parlé. L'extension est supposée sortir cette année. Fait que Nord, c'est un jeu qui joue de 2 à 4 personnes, designé par Thomas Dupont, dessiné par Antoine Carillon et publié par Bombix. Donc, ce que Scali va ajouter à Nord, c'est Ouais, ben, la possibilité. on veut-tu parler de Nord vite vite pour ceux qui connaissent pas le jeu, mettons? Non, non, J'ai non, déjà écouté l'épisode où on en a parlé, hein. exact. Non, Bon, ok, mais, vas-y, Sam. mais rapidement, Nord, c'est un jeu de engine building dynamique. C'est super quick à jouer, là. C'est une course à 40 points. On va avoir des cartes qui sont notre équipage de vikings. Puis, dans le fond, à ton tour, soit que tu rajoutes une carte à ton équipage, soit que tu dépenses des cartes de ton équipage pour aller comme raider ou conquérir un endroit. Puis, dans le fond, ce qui est cool, c'est que quand tu rajoutes une carte, les cartes ils ont comme différentes couleurs. Puis, ils te donnent quelque chose. Mais mettons que je joue une carte rouge, ben, ça va me donner le bonus qu'il y a sur cette carte rouge-là, mais aussi sur toutes les autres cartes rouges qui étaient déjà dans mon tableau. Fait que tu peux comme te focuser sur une couleur, puis genre la spammer pour te ramasser tout plein de ressources. Ou en théorie, tu pourrais faire ça, mais en pratique, c'est que tu es comme limité au nombre de ressources que tu peux avoir. Fait qu'il faut que tu fasses comme un équilibre entre jouer tes cartes pour bâtir ton engin, puis comme détruire ton engin pour aller te chercher les cartes de raid qui vont te créer un autre engin. Parce que c'est des cartes que tu vas comme glisser par-dessus ton plateau qui améliorent ton bateau. Puis dans le fond, à la fin de ton tour, tu peux comme dépenser une de tes ressources pour activer ça. Puis là, plus tu dépenses, plus tu actives des colonnes là-dessus. Là. Il y a jusqu'à 3 colonnes que tu peux activer. Euh, Fait que c'est, comme je disais, c'est très dynamique. Là, tu vas comme faire puis défaire ton équipage. Puis si tu te fais un trop gros équipage, puis qu'à un moment donné, tu finis par manquer de cartes dans la pioche, ben tu vas comme être forcé d'en défausser. Fait que faut que tu essaies de dépenser avant que ça arrive, parce que sinon, c'est comme. Tu perds tes efforts, dans le fond. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis j'aime ça, en fait, c'est ça, parce que c'est une dynamique de construction d'engin, puis tu le détruis, puis tu le refais, puis tu en refais un autre. Je trouve qu'il y a une dynamique intéressante, puis justement, c'est que tu as plusieurs avenues, tu sais, il y a comme tes cartes d'équipage, ben, tu sais, en soi, ils ont un pouvoir intéressant, mais tu sais, tu les accumules pour pouvoir faire des voyages, puis tu essaies d'accumuler des bracelets pour activer tes pouvoirs de voyage. Tu sais, il y a plusieurs trucs intéressants. Puis Scali, en fait, ça surfe un peu là-dessus. Ça dénature pas du tout le jeu. Puis ça t'ajoute comme un autre engin à tout ça. Donc, la mécanique principale de Scali, en fait, c'est qu'on rajoute un aspect de construction de ton village. Fait que t'as ton Scali, t'as comme ta hutte de viking. Tu as une ressource qui va s'ajouter que tu vas pouvoir collecter, c'est des pièces d'argent. C'est ces pièces d'argent-là que tu vas te dépenser pour pouvoir acheter des bâtiments, puis les ajouter à ton village. Donc, quand tu achètes un bâtiment, ben, dans le fond, tu vas pouvoir le placer. Puis à chaque fois que tu vas faire que certains événements qui vont se produire, ben, tu vas gagner des ressources supplémentaires. Les événements qui peuvent te donner des nouvelles récompenses, c'est d'acquérir une nouvelle couleur de carte dans ton tableau. Fait que la première fois que tu prends une carte rouge puis que tu n'avais pas, ben, tu vas gagner une pièce d'argent, puis toutes les autres récompenses qui vont être sur la même ligne
dans les maisons de ton village. Tu peux aussi faire une récompense en plaçant ta deuxième carte d'une couleur que tu as déjà. Puis encore une fois, ça crée des récompenses. Puis tu vas avoir aussi, quand tu vas partir en voyage, tu vas pouvoir collecter des haches. Puis les haches, c'est qu'il y en a, il y en a un pool limité en fonction du nombre de joueurs. Puis lorsque toutes les haches du pool vont avoir été utilisées, il va y avoir un raid. Puis là, c'est un peu une espèce de truc de majorité, dans le sens où la personne qui va avoir le plus de haches va faire une récompense qui s'accumule, dans le fond, à mesure que tu as des maisons dans ton village. Tu as un bonus de base qui est 2 points, mais en fonction des bâtiments que tu as construits, ben, tu peux faire plus de points ou plus de ressources. Mais, en La- contrepartie, c'est que quand tu. C'est là qu'il y a le moins de haches, t'es comme. T'es un pas bon viking parce que t'as pas bien participé au raid, fait que t'as comme des pénalités. Puis les cartes village que t'ajoutes, celles qui sont vraiment bonnes puis qui te donnent des super bonnes ressources, généralement vont avoir le malus en conséquence. Fait que si tu perds le raid, tu peux perdre des points, perdre des ressources. C'est plus souvent des points, je pense, là, mais. Ouais, la plupart du temps, c'est des points. Puis, fait que c'est ça. Fait que faut que tu fasses attention, puis faut que tu vois le raid s'en venir. Puis celui qui va avoir eu le plus de haches, dans le fond, lui, il va falloir qu'il défausse toutes ses haches. Puis les autres, ils vont pouvoir garder les leurs pour le prochain raid. Regarde, Fait que, tu sais, je pense qu'il en défausse une puis il garde les autres. Ou il en garde une, je ouais, pense. Quelque chose comme ça. ouais, Fait ouais, que en tout t'as, cas, t'as comme oui, une petite tu as la avance pour possibilité le d'en prochain garder, ouais. raid, là. C'est ça. Tu peux avoir un petit edge, mais tu sais, c'est pas assuré que tu le gagnes, là, tu sais. Mhm. Puis c'est cool, tu sais, tu parlais de comme il y a 10 affaires qui peuvent déclencher le village, mais dans le fond, à chaque tour, t'es obligé de faire une des 4 actions qui va peut-être déclencher ça, là. Fait qu'à Ouais, chaque fait que tour, tu le fais rouler, là. tu collectes plus de ressources, puis tu sais, tu améliores encore plus ton engin. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça rajoute aussi certaines cartes voyage qui font que tu peux collecter des haches en faisant des voyages, puis en utilisant, tu sais, c'est ça, tes pistes avec tes bracelets. Fait que, tu sais, ça rajoute des cartes un peu partout ailleurs dans le jeu pour justement faire que la mécanique de raid est omniprésente. Ouais, bien importante aussi. Oui, oui, parce que justement, c'est ça. Parce que par défaut, si tu es le dernier, tu perds un point parce que même comme ton petit board d'escalier de base, il te dit si tu perds le raid, tu perds un point. Fait que tu sais, tu peux pas le négliger totalement, cet aspect-là. Puis à 3 ou 4 joueurs, dans le fond, c'est vraiment juste celui ou celle qui est le plus bas qui a ces pénalités-là. Ceux qui sont dans le milieu, ben. En fait, c'est ça. Je pense que le premier, il perd tout. Le dernier, il garde toutes ses haches. Puis ceux qui sont dans le milieu, il faut qu'ils en retournent une partie. Nous, on a joué à deux, fait qu'il y avait des règles un peu différentes, là. Mais il me semble que c'est ça à plusieurs. Fait que tu sais, des Ouais, fois, quand ça. tu vois que tu gagnes pas, tu vas peut-être juste essayer de t'assurer de pas être dernier pour pas avoir les pénalités. Ou tu te dis, ben gars, moi, mes pénalités sont pas si pires que ça, je vais juste perdre un point. Mais je vais être en vraiment meilleure position pour le prochain, parce que je vais déjà en avoir deux en partant. Je vais être dur à rattraper, tu sais. Fait que c'est tout l'aspect de timing, de comment tu enchaînes tes actions, que tu construis puis tu déconstruis ton engin. Ça rajoute une petite couche de plus, là, sans dénaturer le jeu, puis sans le rendre trop compliqué ou, tu sais, ça reste NAR, ça reste un petit jeu simple, rapide, que tu peux montrer à n'importe qui, puis qui ouvre ou qui finit bien une soirée, là, parce que c'est vraiment pas long, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est juste la bonne affaire qui rajoute de plus. Tu sais, ça, ça fait que les actions que tu faisais normalement, ils sont comme un peu toutes bonifiées. Puis ça te rajoute, c'est ça, un engin supplémentaire dans lequel tu peux soit t'engager complètement ou quand même rester dans garder dans le fond le jeu plus normal, j'allais dire, là, puis tu sais, pas trop construire. Tu as comme plusieurs avenues pour gagner. Tu n'es pas obligé de t'investir totalement dans la construction de ton village pour gagner. Tu sais, les autres méthodes restent encore valables. Ouais, fait que tu sais, c'est une extension essentielle.
pense pas, là. Je pense que le jeu de base de Nar, il est quand même très bon, mais si t'as joué beaucoup, puis que tu le sors plus parce que, tu sais, justement, tu l'as joué pas mal, ça va peut-être lui donner une deuxième vie. Ça peut valoir la peine d'aller le chercher, mais tu sais, sinon, ça m'a rappelé que Nar, c'est bon, là. Ouais. Non, c'est vrai que c'est bon, Nar, puis c'est ça. Scali le complexifie pas trop. Mais tu sais, la question maintenant que je te poserais, tu sais, après, je sais pas si tu peux arriver à une vraie conclusion de ça, mais après avoir joué avec Scali, est-ce que tu rejouerais tout le temps avec Scali ou pas tout le temps? S'il était disponible, je le mettrais. Même si c'est la première game de quelqu'un. J'ai envie d'être d'accord avec toi parce que, comme on dit, ça complexifie pas trop le jeu, mais ça ajoute quand même un petit truc intéressant. Puis surtout si les gens sont un peu plus gamers, tu sais, ça se gère super bien, puis ça fonctionne bien. C'est ça. Fait que avoir le choix, je le prendrais, mais tu sais, s'il est pas là puis qu'on me propose de jouer en heure, je vais pas dire non non plus. Je vais pas faire que ah non, moi je joue juste à Scali maintenant, là. Ouais. C'est pas. Il y a des jeux où là, tu peux pas retourner en arrière, là, mais lui, c'est correct. Tu sais, ça le fait. Là. Il est bon de base. L'extension fait juste comme l'améliorer un peu sans être absolument essentiel. Finalement, la dernière affaire que j'avais envie de parler, c'est tout à fait un board game, mais c'est quelque chose qui a remplacé pas mal mes jeux solo là, dans le dernier mois, je dirais. Euh, c'est le jeu Inkborn, qui est un roguelike qui est disponible sur Steam. Puis dans le fond, c'est une review copy qui nous a été envoyée par la compagnie Akram Digital via Stonemaier Games, parce que dans le fond, Jamie Stegmaier a été comme consultant ou développeur sur ce jeu-là. Puis dans le fond, pour la période des fêtes, il voulait donner un petit break aux gens qui travaillent à l'entrepôt puis qui envoient les copies presse aux reviewers. Fait qu'il il nous a comme proposé un paquet de jeux là, en version digitale. D'ailleurs, Akram Digital, c'est une compagnie qui fait beaucoup des adaptations de jeux de société, mais en digital. Là, ils ont dans leur catalogue, je vois 8 Minute Empire, Tokaido, Istanbul, Stone Age, Charterstone, Concordia. Fait que tu sais, on est quand même pas loin du board game, là. Puis Ingborn, dans le fond, ça se veut être un deck builder, mais en version digitale, puis roguelike, là. Fait que si vous connaissez le jeu Slay the Spire, là, que la version jeu de société a fait quand même pas mal de buzz là, l'an passé, on est dans le même style, là. On a comme différentes classes de personnages. Là. Dans le jeu en ce moment, il est comme en accès anticipé, donc il est pas complètement fini de développer. Donc en ce moment, on a juste une classe, mais ils nous en promettent deux autres à l'avenir. Puis, comme je disais, c'est un jeu de deck building où on va se rajouter des cartes là, d'attaque et de défense, puis il y avoir comme toutes sortes d'effets puis de combos qui seraient vraiment fiddly, puis un cauchemar là, à tracker en personne. Là. J'ai comme des flashbacks de Sentinels of the Multiverse. Là. Mais vu que c'est digital, c'est l'ordinateur qui s'occupe de calculer tout ça. Puis tu peux comme facilement voir tous les effets qui sont en cours. Puis les valeurs sur les cartes s'update Juste à mesure. en Ouais, fonction c'est des ça. buffs, puis Exactement. Fait que, tu sais, comme si j'ai une affaire qui me rajoute plus un de dommage, ben, toutes mes cartes, ils l'ont déjà dessus. Là. Fait que j'ai pas besoin de sortir ma calculatrice là, pour savoir combien je fais de dommages avec chaque carte. Puis, pour ceux qui sont pas familiers avec les roguelikes, dans le fond, c'est comme un genre de jeu où ce que tu recommences tout le temps un peu la même chose, mais c'est comme à chaque fois ta partie va être un peu différente parce qu'il y a des affaires qui sont comme générées aléatoirement. Puis quand tu perds, ben tu perds toute ta progression, mais pas tout à fait parce que t'as comme des. Tu accumules de l'expérience, t'as des espèces de skills que tu vas pouvoir aller débarrer, des petits bonus que tu vas te rajouter à chaque partie, puis qui vont comme rester d'une partie à l'autre. Mais à chaque fois, tu vas recommencer avec le même deck de départ.
ils vont te mettre une. En fait, tu peux aller comme magasiner en partant. Puis là, t'as comme une offre de quelques cartes. T'as un petit budget. Au début, c'est presque rien, mais là, plus tu montes de level, plus que ton budget de départ devient meilleur. Plus que t'as de choix. Fait que tu vas pouvoir t'acheter une, deux, trois cartes de plus que tu vas ajouter à ton deck. Puis tu sais, les cartes, c'est des affaires bien standards, là, tu sais, comme attaque, mais là, si t'as l'effet sharpness, ben, normalement, sharpness, ça fait que tes attaques sont plus fortes, mais là, comme, cette carte-là est boostée 3 fois plus par le sharpness. Ou celle-là te permet d'attaquer de la valeur de bloc que t'as en ce moment. Puis tu sais, si t'as combat avec une autre carte qui dit, parce que normalement, t'as toutes les cartes de bloc que tu mets, il reste là pour un tour d'attaque des ennemis, puis après ça, le bloc excédentaire que tu pourrais avoir, il s'en va, mais t'as une carte qui dit, ben, ton bloc excédentaire, il reste là, puis il revient d'un tour à l'autre. Fait que là, tu sais, si tu combats ça avec plein de cartes de défense, ben. Puis la carte qui te dit, ben, attaque de ta valeur de shield que t'as en ce moment, ben, tu vois le genre de combo cassé que t'es capable d'aller construire. Puis en plus de ça, tu sais, les cartes, ils ont comme des types, là. T'as des attaques, des blocs, des skills, pis tout ça. Puis t'as des genres de combos. Fait que si t'enchaînes une combinaison particulière de cartes, mettons, je joue 3 cartes blocs de suite, ben là, j'ai un bonus de plus de blocs. Mais ça, hein, les premières fois que tu joues, t'es connais pas ces combos-là. Puis c'est juste comme. La première fois que tu le réussis, ben là, c'est comme, oh, t'as de quoi qui pop. Là, ça dit, ah, t'as joué comme cette combinaison de cartes-là, voici le bonus que t'as. Puis après ça, dans tes autres combats, pis tes autres parties, ben, ça va te le dire que si t'as ces cartes-là en main, t'as comme ce combo-là qui est possible de faire, puis tu peux comme mettre ta souris dessus pour voir, genre, ah oui, ce combo-là, c'est ça que ça te donne de plus. Peut-être ça va te donner des attaques de plus, des bonus de plus. D'autres façons de comme briser le jeu, si tu veux. Fait que là, c'est ça. Tu te promènes, t'as comme une map qui est générée aléatoirement. T'as différents embranchements. T'arrives à quelque part, t'as un combat. Y a pas une super grosse variété d'ennemis, mais tu sais, comme. Peut-être 4-5 ennemis différents à chaque acte. Puis en ce moment, je pense qu'il y a 3 actes de disponibles. Fait que tu revois les mêmes ennemis souvent. Tu commences à apprendre c'est quoi leur pattern d'attaque, c'est quoi qui. Quelles cartes qui sont. Quels combos qui sont forts contre eux autres. Il y en a qui sont. Qui attaquent peut-être plus fort, mais qui sont moins résistants aux dommages et vice-versa. Là. T'as aussi certaines places que tu vas aller que c'est comme des campements. Fait que là, quand tu vas là, soit que tu te heals, soit que tu améliores une de tes cartes. Fait que tu flushes une carte, puis tu pognes une version améliorée de celle-là. Fait que là, au lieu de faire une attaque de 5, maintenant c'est une attaque de 8 ou ce genre de choses-là. Là, t'as des cartes que si tu joues pas, ils restent dans tes mains. Il y en a d'autres que à la fin de ton tour, t'es flush. Puis il y a des cartes qui restent dans tes mains, mais qui ont un coût qui diminue à toutes les fois qu'il y a une certaine action qui arrive. Fait que là, comme mettons, à toutes les fois que tu bloques, le coût de cette carte-là diminue de 1, ou à toutes les fois que t'attaques, ou à toutes les fois que les ennemis t'attaquent, ou toutes les fois que les ennemis t'attaquent pas, parce que des fois les ennemis ils peuvent se buffer, ils peuvent te débuffer, ils peuvent être stun parce que t'es stun, etc. etc. Il y a certains emplacements sur la carte aussi que tu vois au début, dont le boss final. Fait que tu peux comme essayer de rusher pour aller le chercher, ou tu peux comme zigonner puis te promener longtemps juste pour t'acheter plus de cartes, t'améliorer puis tout ça. Sauf que le jeu a aussi comme une mécanique de comme à toutes les fois que tu te déplaces, t'accumules genre des points de curse. Puis là, comme quand t'en as assez, ben il t'arrive un événement chiant. Puis même, je dirais, un peu trop chiant, là, parce que c'est genre. C'est des cartes qui polluent ton deck, puis il y en a qui sont vraiment nasty, là. Genre, faut que tu la joues, elle fait rien. Si tu la joues pas, ben, elle se duplique à la fin du tour. Fait que si tu fais pas attention, tu te ramasses avec comme 2, 3 cartes comme ça dans tes mains, puis les autres, ils défaussent pas à la fin du tour, là. Fait que si tu l'as pas joué, là, ils se dupliquent, puis là, sont deux à se dupliquer, tu te ramasses avec 4, puis là, oublie ça. Tu sais, 4, t'es même pas capable de jouer ça dans un tour, ça coûte trop cher en énergie, là. Parce que toutes les cartes ont un coût en énergie à jouer, puis là, tu sais, au début de la game, tu fais juste comme 4 énergies par tour. Fait que tu vas jouer
au maximum 4 cartes s'ils valent juste 1 d'énergie, là. Ouais, Fait c'est que, ça. Il y en a qui peuvent j'imagine descendre à que zéro avec certains combos ou de certaines façons, là, mais comme c'est ça, c'est la carte qui fait chier, elle coûte 2, je pense. Là. Fait que elle plombe ton tour pas mal, puis moi j'ai perdu une game à un moment donné parce que j'ai oublié que je l'avais, puis là, genre, elle s'est multipliée, puis là, ils se sont remultipliés, puis comme j'avais plus aucune façon de les enlever, là. J'en enlevais 2 par tour, mais il y en a 3 autres qui se rajoutaient, là. C'était comme le Mickey Mouse, là, dans le... avec ses balais, là. ouais, ils coupent le balai, il y en a 2, ils recoupent le balai, il y en a plein, ouais. C'est Puis ça. j'imagine que tu avais une limite de main, fait qu'à un moment donné, tu finis que tu as juste ça dans ta main. C'est ça, genre, puis j'avais pas des nouvelles, puis j'avais juste ça, là. Fait que c'est ça, je trouve qu'il y a des trucs intéressants dans le jeu. Tu sais, j'ai rejoué plusieurs fois. Tu sais, c'est cool parce que tu peux comme arrêter ta run n'importe quand. Là. Une run au complet, mettons, ça peut prendre peut-être 1 heure. Si tu te rends jusqu'au bout de l'acte 3, peut-être un peu plus longtemps. Mais tu sais, tu peux toujours, entre deux encounters, là, save and quit, puis là tu recommences, puis tu reprends où t'étais. Là. Fait que tu peux jouer 5 minutes comme tu peux jouer 2 heures de temps, puis parce qu'au final, tu sais, quand tu finis une run, des fois, t'as le goût de recommencer parce que c'est comme j'avais un bon combo, mais si j'avais pu comme pogner. Parce que là, à un moment donné, tu finis par connaître toutes les cartes. Je pense que je les ai pas toutes vues encore parce qu'il y en a qui sont peut-être plus rares ou je sais pas comment les débloquer. Il y a peut-être des trucs particuliers. Là. C'est un peu ça les roguelikes. Là. Il y a comme tout le temps des. Tu sais, ils t'en donnent un peu là, d'infos au début, mais il y a plein d'affaires que tu découvres en jouant, en enchaînant des affaires, en essayant des nouvelles trucs. Ça te déborde des affaires, là. Fait que. Ce côté-là est cool, mais comme. Je trouve que les malédictions pis les affaires qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues pour pas que tu. Tu sais, pour te donner de la pression pour comme avancer. Des fois, je les trouve trop chiantes, là. Parce qu'il y a aussi une mécanique que t'as comme de l'équipement sur toi. Puis quand tu bats des mini-boss ou quand tu vas à certains points sur la map, genre tu te rajoutes des équipements qui te donnent des bonus. Tu sais, mettons, ça peut être que tu regagnes l'énergie quand tu bats un ennemi ou t'as des cartes qui coûtent moins cher ou des trucs comme ça. Mais il y a certains des curses que tu gagnes que c'est genre, ça te prend un slot d'équipement. Fait que là, des fois, t'es obligé de défausser un équipement que t'as déjà parce que t'as place pour rajouter celui de la curse. Ou ça fait que tant que tu l'as comme équipement en plus, ça te donne un malus, genre tu gagnes moins d'argent ou tu perds de la vie à toutes les fois que tu te déplaces ou des cochonneries de même. Je trouve que les bâtons qui te mettent dans les roues sont comme trop chiants. C'est Ouais. comme une Mais en même façon temps, artificielle de rajouter la difficulté, mais comme qui m'empêche de m'amuser avec les trucs le fun du jeu. Là. ouais. Mais en même temps, ça vient un peu de l'esprit du roguelike, là. C'est, tu sais, l'idée, c'est. Faut que t'as du aléatoire, puis tu sais, c'est que tu recommences souvent. Fait que, tu sais, le jeu doit. Tu sais, il doit finir relativement vite, là, parce que l'idée, c'est qu'il faut pas qu'il s'éternise, parce qu'il faut que tu recommences. Mais je peux Mais ça comprendre me la va, tu sais, tu frustration, pourrais là. me mettre des ennemis plus tough, qui fassent plus fort ou qui, tu sais. Parce qu'il y en a, là, quand t'arrives à l'acte 2 puis à l'acte 3, là, t'as des ennemis qui font chier puis qui sont vraiment tough à battre, puis que, tu sais, faut que t'aies le bon combo de cartes pour être capable de dealer avec, mais comme. Tu sais, de me faire polluer mon deck puis genre scraper mes équipements, on dirait que ça me fâche. Je suis comme, bon, ben quand je pogne ça, j'ai quasiment juste le goût d'arrêter la run là puis de repartir, là. Parce que sont, tu sais, il y en a qui sont plus chiantes que d'autres, mettons, là. Fait que quand tu pognes les pires, là, si t'as pas de moyen de t'en débarrasser vite, tu sais que ça sera pas une bonne run, là. Ouais, c'est l'aspect aussi aléatoire du genre roguelike, là, Ouais, qui ouais, c'est ça. ça peut être, c'est l'équivalent d'être swingy, là, tu sais, c'est des fois, tu peux comme pogner la God Run, là, tu sais, celle-là où tu as pogné toutes les affaires qu'il te fallait, puis là, ton engin devient indestructible, puis tu pourrais jouer à l'infini parce que tu es intuable. Puis d'autres fois, ben, tu frappes un mur, 2e combat, puis c'est fini, là. Tu le sais que ça achève, puis t'es mieux de juste recommencer tout de suite. Mhm. Tu sais, ça serait correct si c'était comme la façon que tu builds ton deck puis tout ça, puis le choix de cartes que t'as à chaque fois, mais
Tu sais, le fait que, comme, tu me laisses avoir de quoi de fun, puis là, tu me rajoutes de quoi de pas le fun dans mon deck, on dirait que c'est comme. Tu sais, je comprends que tu veux rendre ça plus tough, puis tu veux que je perde des fois, là, mais trouve une autre façon de le faire, là. Donne-moi pas des jouets pour que je sois pas capable de jouer avec, là. Ouais, ouais. Puis j'allais dire, tu sais, là, c'est ça, là. Là, on sort un petit peu de ce qu'on présente d'habitude, là, parce que là, c'est comme un jeu de société, mais exclusivement digital, tu sais. Est-ce que tu le recommanderais à des gamers? Ah, absolument. Tu sais, je pense que t'as des. Si t'aimes les jeux de deck building, t'aimes les jeux de combo, de faire des combos de cartes, des synergies, tu vas être servi avec ce jeu-là. Après, par exemple, je sais pas comment il se compare aux autres roguelike digital qui existent. Tu sais, on a parlé de Slay the Spire, qui est un des plus populaires, je pense. Il y a Balatro aussi, qui est pas tout à fait ça, mais un peu ça aussi. Je sais qu'il en existe. Tu sais, c'est comme un genre de jeu vidéo qui est, à ce que je sache, assez crowded. Là. C'est pas. C'est le premier que moi j'ai essayé. Fait que tu sais, je peux pas comparer aux autres jeux de ce genre-là. Tu sais, de ce que j'en ai entendu parler, ça a l'air assez similaire, mais est-ce que c'est meilleur ou est-ce que c'est pire? C'est dur à dire. Là. C'est sûr qu'en plus, le jeu est en early access, fait que je pense qu'il y a peut-être un peu moins de diversité que dans les autres jeux du même genre, mais tu sais, ça va venir éventuellement. Tu sais, ils sont encore en train de travailler dessus. Il y a des nouveaux trucs qui se rajoutent de temps en temps. Là. Même depuis que j'ai le jeu, je pense qu'il y a des nouvelles affaires qui sont sorties. Là. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, mais c'est ça. Tu sais, je peux te dire, si t'aimes les jeux deck building, de combo, tu vas aimer ça, ce genre de jeu-là, mais après, comment il se compare aux autres jeux vidéo de la même catégorie, ben, je pourrais pas dire, là. Ouais, puis aussi, ben, veux pas, c'est strictement solo, tu sais, il y a pas de tu peux pas jouer avec des gens à Inkborn, fait que ça peut être, ça peut il y en a pour qui ça peut aller, il y en a pour qui ça peut pas passer. Non, pis c'est ça, mais moi, je trouve que l'avantage de tout ça versus un jeu solo, c'est que, tu sais, j'ai pas de mise en place à faire, j'ai pas de livre de règles à lire, je fais juste comme ouvrir Steam, lancer le jeu, puis j'achète des cartes, puis je joue, là. Fait que ça, Ouais, ouais, ça peut ouais. être un avantage, mais comme tu dis, c'est du temps d'écran, par exemple, versus des fois, tu sais, il y en a qui, pour qui les jeux de société, les board games, ça se veut comme une façon de pas être devant un écran. Ben, c'est pas avec ce jeu-là que tu vas satisfaire ça, mais si ton itch, c'est de faire des combos puis des synergies entre les cartes, ben, tu vas l'avoir avec ça, puis t'as comme moins de manipulation, moins de tout l'aspect fiddly puis calculatoire, ben la machine le fait pour toi, là, ce qui est un avantage à mon avis. Là. Ouais, ça peut permettre d'ajouter un peu plus de complexité, un peu plus d'interaction, sans faire en sorte que, tu sais, ça te prend comme 5 minutes, calculer quelle est la valeur de la carte que tu vas jouer, vu que c'est tout fait automatique. Et ouais, puis c'est ça. Puis, on en connaît, pour qui, tu sais, même BGA, c'est pas pensable, là. La flèche. Heu, fait que, mais c'est ça. Ça fait le tour, de notre journée, chez Ilo. On a eu l'occasion, en fait, de renco moi, pour la première fois, en fait, j'ai rencontré les gens d'Ilo, tu sais, on leur parle par courriel, mais là, c'était comme pour la première fois, je les ai vus physiquement, puis c'était vraiment cool, là. C'était le fun d'interagir avec eux autres en temps réel. Mhm. On a été super bien reçus aussi, là. De la bouffe, des breuvages, on s'est fait servir du cipote pour souper, là. Pour vrai, c'était traité aux petits oignons. Puis c'était cool aussi de voir d'autres créateurs de contenu ludique. Là, tu sais, c'est toujours cool de rencontrer Marion, Vanessa qui était avec nous au Judon l'année passée. Il y a des gens que j'ai rencontrés pour la première fois, là, nos amis de Etu Game, Mathieu du Bureau du Loisir, Dom Aussi, joue. on a aussi croisé Catherine, qui est bénévole pour, le défi Judon, puis qui fait partie de l'équipe de Geek Québécois. Catherine Watts-Cohen, qu'on salue aussi, puis,
c'est ça, on a vu plein de monde, puis ça a été vraiment une belle journée dans les locaux de Hilo. Yeah, c'est vraiment cool. C'est un beau salut à tout le monde à qui on a jasé, tout le monde avec qui on a joué. Une belle journée à découvrir des nouveautés. On a joué à des trucs plus vieux aussi, puis vraiment, ça va être à refaire. Puis une autre belle journée qui s'en vient, c'est le défi Joudon, qui va être le 22 mars. Vous avez encore le temps de vous inscrire si vous voulez. Sinon, vous pouvez encourager notre équipe. On va mettre le lien dans la description du show. Tous les dons, tous les petits dons comptent, puis tout cet argent-là va à l'Association québécoise de prévention du suicide, donc une très belle cause. Merci à tous ceux qui ont donné déjà, puis si vous ne l'avez pas fait, ben vous pourrez aller nous encourager. Il est encore temps. En fait, vous avez jusqu'au 22 pour pouvoir faire des dons. Là. Les dons sont encore acceptés jusqu'à la journée même du Même le défi. lendemain, je pense, si jamais vous oubliez. Mais Ouais, faites le don avant pour être sûr. ouais. Tu sais, c'est une bonne cause. Puis c'est ça, tu sais, ça peut littéralement sauver des vies. Rien de moins. Donc, fait que c'est ça, n'hésitez pas à nous parler des nouveautés auxquelles vous êtes hypés ou c'est quoi les jeux que vous avez achetés chez Hilo parce que je pense qu'on ne l'a même pas dit, on ne l'a pas précisé, mais ça doit être c'est assez connu. Mais Hilo, dans le fond, c'est un distributeur québécois de jeux de société. Fait qu'ils ont un magasin en ligne, vous pouvez acheter sur leur site des jeux de société. Ils sont souvent pas mal tout le temps en français, même, j'ai envie de dire. Pas mal exclusivement, je pense. C'est beaucoup des localisations francophones d'un paquet de jeux. Ils ont beaucoup d'éditeurs qui passent qui sont distribués par eux. Ils ont vraiment un beau catalogue, là, des jeux familiaux jusqu'à experts. Là. Je pense que c'est eux qui ont la version française de Arx, par exemple. Là. Fait que c'est Puis, ça. Fait que c'est une compagnie québécoise. Fait que tu sais, c'est bien de les encourager. On aime ça encourager les compagnies locales. et des gens très sympathiques en plus. Oui. Ouais, on passe le bonjour à Marc, Alain et Sarah avec qui on a pu jouer pendant la journée. Sinon, ben, on passe le bonjour aussi à nos Patreons qui nous supportent financièrement, qui permettent au podcast de continuer littéralement. Puis qui ont droit à toutes sortes de contenus bonus. Là. On a les capsules en dessous de la table qu'on enregistre à la fin de chaque épisode. On va peut-être parler des jeux duquel on n'a pas le droit de parler encore. Ou pas. C'est des grosses promesses, ça, Sam. Alors, je sais pas. Il va falloir être sur Patreon pour aller voir. Ça, c'est un tease. Wesh. Ah, c'est dégueu, là. Devenez notre Patreon, comme ça, on va pouvoir vous dire qu'on n'avait pas vraiment le droit de vous en parler, fait qu'on vous en parlera pas. Wink, wink. C'est borderline Mennonite, ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Il y a des capsules en dessous de la table, il y a des vidéos spéciales pour nos Patreons, il y a des épisodes spéciaux pour les Patreons. Fait qu'hésitez pas à vous inscrire pour quelques dollars par mois. Vous avez accès à tout ce qu'on a mis pour les Patreons. Fait que quitte à le faire juste un mois puis vous êtes des abonnés, ben allez-y. Vous êtes libre. Mais à date, personne n'est fait. Tout le monde qui sont abonnés sont restés là. Mm. Parce que ce sont des personnes de qualité supérieure. Oh, Vous avez le droit de vous dire ça après que vous soyez nos Patreons. Vous aussi. oui, exactement. Puis sinon, ben, si vous voulez jaser avec nous, ben, vous pouvez jaser avec nous sur notre Discord. Vous pouvez nous envoyer des courriels sur notre adresse Gmail, boardgamesduel@gmail.com, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez laisser des commentaires puis des ratings sur Spotify, Apple Podcasts, Podbean. On a aussi nos versions, j'allais dire vidéo, mais c'est juste du son, mais sur YouTube. Fait que n'hésitez pas. On a beaucoup de commentaires dernièrement sur YouTube. On a accroché certains auditeurs là. Il est là. Donc, merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous de nous écouter jusqu'à la fin. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. On dit à plus. Bye.
Good. Fait que ça, Donc, c'était. Ah ouais, vas-y. ah, C'est toi, là. c'est moi l'animateur, là, Ah hein? ouais, vas-y, C'est anime. ça? C'est Pause. toi, Enchaîne. Sam. Laisse-moi parler. J'étais en Non, train de gosser avec ma souris pour comme aller sur mon portable, mais c'est parce que t'es je me pas sur rendais ton pas. portable. Ben, c'est en fait, j'ai mon portable puis j'ai ma tour ouverte un côté de l'autre. Puis là, ben, je prenais la souris de ma tour pour essayer d'aller sur mon portable. Moins J'étais habitué efficace. d'avoir J'étais habitué d'avoir 2 écrans, là. Fait que là, c'était comme j'ai 2 écrans, mais 2 ordis aussi. Fait que ça fit pas trop. Ça marche pas.